Donc, on enregistre ce webinaire, effectivement, pour le remettre à disposition de toutes les personnes qui n'ont pas été là, ou même celles qui sont là. On la mettra sur notre chaîne YouTube, consacrée, effectivement, à ce collectif. On attaque ? C'est parti. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire, premier d'une longue série, on l'espère, même c'est sûr. Donc, ce webinaire est organisé par un collectif, le collectif pour une recherche et une innovation responsable. Vous voyez les personnes de ce collectif, en tout cas celles qui sont avec nous aujourd'hui pour organiser le webinaire. Nous sommes beaucoup plus nombreux et vous êtes invités effectivement à le rejoindre concrètement, que ce soit pour ne serait-ce que partager vos actualités, juste voir ce qui s'y passe ou être plus actif comme les membres qui sont là aujourd'hui. Et pour le rejoindre, pour suivre un peu tout ça, vous avez une page sur LinkedIn qui est spécialement consacrée à ce collectif. On va aller assez vite sur l'introduction, puisque le but, c'est quand même, vous êtes là pour écouter nos intervenants. Je vais essayer de faire défiler ma diapo. Voilà. Donc, nous avons une feuille de route qui a commencé. Alors, vous allez peut-être être perturbé par le diapo, pardon, par la diapo qui est là. Donc, on commence à droite, le 7 juin 2018, avec le lancement du collectif, autour d'un sujet qui était celui de caractériser la soutenabilité de la recherche et de l'innovation en prenant appui sur un cas, le référentiel DDRS, un outil utilisé par les établissements d'enseignement supérieur des recherches pour piloter, évaluer leur démarche de responsabilité sociétale. Et ça a débouché, c'était un prétexte effectivement pour créer un collectif, et ce collectif a débouché sur l'organisation d'un colloque sur la recherche et l'innovation responsable qui s'est tenu le 15 janvier 2021. Et on a décidé, à la suite de ce colloque-là, d'ouvrir et de l'élargir encore plus le collectif, et puis surtout d'aller vers les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les ingénieurs, en fait, toutes les personnes qui composent et qui travaillent dans les labos, d'aller au plus proche du terrain, d'aller recueillir leurs attentes, d'aller créer aussi un collectif autour de ça, permettre du partage. Et donc, ça prend la forme, en fait, cette idée a pris la forme d'une série de webinaires. Et vous assistez aujourd'hui au premier de la série. Nous sommes donc le 2 février 2022. Vous voyez que sur votre droite, vous avez une flèche qui montre qu'effectivement, on est dans un aller-retour entre le niveau institutionnel et le niveau labo. Le but, effectivement, c'est que effectivement, cet ensemble effectivement fasse collectif et qu'on puisse travailler ensemble sur ces enjeux de soutenabilité. Je passe à la slide suivante et je passe la main à Vincent Robin qui va nous présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Et je vais me mettre en retrait. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, merci Gérald. Donc aujourd'hui, le premier séminaire que l'on va voir va concerner les économies d'énergie dans les bâtiments d'enseignement et de recherche au niveau de nos établissements. Et c'est l'Université de Bordeaux qui va présenter les activités qui sont menées au sein du service performance environnementale, où c'est Camille Alquier et Arthur Laurent qui sont respectivement chefs de ce service et chargés de projet en énergie et environnement à cette direction-là, qui vont nous présenter justement comment l'Université de Bordeaux positionne sa stratégie en termes d'économie d'énergie et comment cela peut se traduire de façon très opérationnelle au niveau des différents bâtiments, ou en tout cas des illustrations de mise en œuvre au niveau de certains bâtiments de l'Université de Bordeaux. Donc je laisse la parole à Camille et à Arthur, et je vous remercie par avance en tout cas, et je vous remercie au nom du collectif pour l'engagement qui était le vôtre pour que ce webinaire se passe bien et pour faire en sorte qu'effectivement la présentation d'aujourd'hui puisse avoir lieu. Donc merci pour tout, et puis bon séminaire. Arthur, tu peux demander le… Voilà. Ton micro, Arthur. Pardon. Voilà, merci Vincent pour l'introduction. Et donc, je vais lancer la présentation avec le service performance environnementale et les actions d'économie d'énergie qu'on peut avoir avec les usagers, en particulier les laboratoires de recherche. Alors,
Donc, on va commencer. Donc, le sommaire, on va voir l'historique et les enjeux de l'université, donc une vision un peu globale. Ensuite, on fera un focus sur le service performance environnementale dont je fais partie avec Camille Alquier, ma responsable, avec ses objectifs et ses actions. Et ensuite, nous verrons le rapport entre les acteurs, notamment les chercheurs, et les économies de l'énergie à l'Université de Bordeaux. Donc, rapidement, les historiques et les enjeux. Donc, voilà, l'Université de Bordeaux, c'est une université qui regroupe à la fois des activités d'enseignement, bien sûr, mais également de recherche avec les laboratoires et de l'administratif dont on fait partie. Donc, elle totalise 187 hectares de foncier, dont les 3/4 sont non artificialisés. Donc, un foncier assez important avec 300 bâtiments. Et c'est pas moins de 56 000 étudiants et 6 000 personnels qui vont et viennent tous les jours, qui se déplacent, mangent, vivent et travaillent sur les campus de l'université. Donc, on imagine rapidement les impacts énergétiques et environnementaux importants qui peuvent être liés à ça et en quoi l'université peut apporter une réponse à cette question. Donc, l'objectif prioritaire pourrait se résumer à comment concilier le maintien des activités de l'université, donc la recherche, l'enseignement et l'administration, tout en minimisant les impacts environnementaux et en contenant une facture énergétique qui a tendance à augmenter. Tout part d'un constat, en fait, avant 2015, où on était à une augmentation de 1,5% de consommation par an, tout fluide confondu, pour les fluides. Donc, c'était dû, donc là, j'ai marqué une dégradation du parc, mais on pourrait aussi dire une augmentation du parc, au fait que les installations sont de qualité variable, qu'elles sont utilisées peut-être pas à bon escient, que les usagers, les usages sont peut-être pas bons. Enfin, une multitude d'exemples qui peuvent expliquer cela. On avait également souligné le fait qu'il n'y avait pas de budget dédié pour les fluides. Et donc, c'est assez difficile pour piloter et suivre les consommations si on n'a pas de budget dédié pour anticiper. Et en fait, à partir de ce constat-là, on a décidé d'établir une vraie stratégie énergétique qu'on a appelée le SD2E, donc le schéma directeur énergie-eau, pour éviter d'avoir un doublement de la facture énergie d'ici à 2030. Donc, deux branches sur ce SD2E. Donc, la première, savoir compter sa consommation d'énergie. Donc là, on peut très vite comprendre ce que c'est, donc mettre des compteurs par fluide par bâtiment, donc des compteurs élect, des compteurs gaz, des compteurs eau, et ensuite d'avoir des logiciels de supervision pour pouvoir suivre ces consommations et les piloter. Et ensuite, le deuxième volet, les actions de performance énergétique. Donc une fois qu'on sait compter, qu'on sait combien on consomme, en fait, c'est faire les actions, mettre en place des actions, des installations, charger des équipements pour ensuite pouvoir faire baisser cette consommation. Donc, il y a bien sûr la contrainte économique. Donc, voilà, on a dépassé les 9 millions d'euros de factures fluides en 2019. Si en consommation, on peut voir qu'on est à 50-50 quasiment entre le gaz et l'élec, au niveau financier, on peut voir que l'électricité prend largement le pas avec quasiment les 3/4 du budget fluide qui passe dans l'électricité. L'autre penchant, c'est le penchant environnemental. Et là, c'est tout à fait l'inverse. On peut voir que c'est le gaz qui est largement le plus impactant au niveau environnemental par rapport à l'électricité. Donc là aussi, il y a un facteur 2 qui s'explique avec un facteur d'émission plus important, discutable pour l'électricité du fait de son faible niveau avec le nucléaire notamment. Mais voilà. Donc en fait, on voit bien la nécessité pour l'université à la fois d'agir sur l'électricité parce qu'au niveau financier, c'est le principal objectif, mais aussi du niveau environnemental où là, c'est le gaz qui est le plus impactant. Donc, on voit bien le double jeu que doit mener l'université. Donc, d'où la création de ce modèle économique énergie avec le SD2E pour éviter la multiplication par 2 de la facture énergie avec la hausse des prix d'énergie, qu'on constate encore actuellement. Et donc, pour contenir cette facture énergétique qui augmente avec le prix, on doit mécaniquement baisser les consommations, d'où la création d'un service, de ce service performance environnementale complètement dédié à la gestion et au pilotage de ces 300 bâtiments et à l'énergie et à l'environnement. Donc, je vais faire un focus sur le service environnemental et ses objectifs et ses actions. Donc, ces objectifs, rapidement, voilà, donc c'est des objectifs nationaux. Je pense que vous connaissez tous le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, il nous oblige à faire moins 40, moins 50, puis moins 60% d'économie d'énergie d'ici 2050. Les objectifs internes qu'on s'est fixés, donc le schéma directeur énergie-eau, avec le 1 compteur par fluide par bâtiment d'ici 2025, on est plutôt bien parti, un peu moins sur l'eau, mais on s'y attelle. Moins 40% de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc là aussi on est sur la bonne voie, et moins 10% de prélèvement d'eau. Là on compte un peu moins bien, mais on est quand même dans les clous à ce niveau-là. Et enfin la feuille de route des transitions, qui a fêté ses 1 an, avec notamment 8 engagements sur l'environnement, qui, voilà, comme son nom l'indique, est une véritable feuille de route dont on se sert pour mener nos actions en fonction des besoins les plus prégnants. Rapidement, voilà, donc le pôle patrimoine environnement, donc composé de 5 briques de direction,
avec là ici la brique dont on fait partie avec Camille Elkiem responsable, hop, service performance environnementale, juste pour montrer qu'on a des rapports assez forts avec nos autres services, voilà, le service de l'exploitation, de la maintenance technique ou encore de service d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage pour les travaux. Donc le service en lui-même, donc on était 4 personnes jusqu'à présent, on est 5 maintenant, et voilà, complètement dédié à la gestion et au pilotage de ces 300 bâtiments pour l'énergie et l'environnement. Voilà. Donc on fait ça, en action, on est 4 voire 5 personnes maintenant. Les objectifs qui sont plutôt même les activités du service, donc en fait, le but premier, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Donc quand on pense gaz à effet de serre, tout de suite, on pense à bilan carbone, ce qui est tout à fait le cas, on fait le bilan carbone à l'université. Mais c'est également la rédaction, par exemple, d'une charte énergie-environnement où on intègre des prescriptions énergétiques et environnementales dans les marchés, dans les projets, dans les différents travaux qu'on peut mener. Il y a aussi, bien sûr, le management de l'énergie. Donc là, on peut penser au parc actuel, donc l'achat d'énergie, les modèles économiques énergie, que je vais me présenter après, les suivis des contrats d'exploitation qui ont été renouvelés là dernièrement, ou encore le mix énergétique pour favoriser la biomasse au gaz, par exemple. Et ensuite, la maîtrise du parc futur. Donc là aussi, c'est en intégrant les prescriptions et en suivant les projets du début jusqu'à la fin et en faisant de la veille aussi sur toutes les innovations énergétiques et environnementales qu'il peut y avoir et pas forcément que les panneaux solaires. Cette petite slide pour finir cette partie, pour montrer juste que de ne pas oublier les usages, en fait, qu'on oublie souvent dans les performances énergétiques. Souvent, on pense au bâti, donc avec les performances du bâtiment, donc l'isolation, voilà, ce qui fait le bâtiment en lui-même. L'exploitation, comment le bâtiment est géré, est-ce que les équipements sont coupés le soir, est-ce qu'ils sont utilisés comme il faut. Et ensuite, les usages, voilà, les usagers ont aussi un impact sur la vie du bâtiment et sur les économies d'énergie. Et le deuxième volet que je voulais vous présenter avec cette slide, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre d'avoir de l'investissement, d'avoir en fait, du financier pour lancer des actions. On peut très facilement lancer des actions d'économie d'énergie juste avec les usages, avec un temps de retour très rapide et sans investissement financier. Ce qu'on va voir juste à présent. Donc voilà, on va voir maintenant le lien entre les acteurs de l'université, les usagers et les économies d'énergie. Alors, le meilleur exemple pour nous, c'est le modèle économique énergie. Donc, voilà, hein, tout est marqué. Hein, c'est responsabiliser les parties prenantes, enfin, tous les acteurs, en instaurant un partenariat gagnant-gagnant. Donc, le but, c'est de faire moins 3% d'économie de consommation d'énergie, toutes confondues par an, pendant 10 ans. Donc, on a vu pourquoi. Hein, c'est maîtriser la facteur énergétique pour éviter son doublement d'ici 2030. Donc, il y a un intéressement qui a été mis en place pour les exploitants sur la chaleur, sur le gaz. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, ils ont un intéressement. Ils doivent faire en moyenne 30% d'économie d'ici 2025. Ce qui va plutôt nous intéresser, c'est la partie de gauche, la brique de gauche, sur les structures et l'usager avec les laboratoires, où là aussi, on a mis en place un intéressement sur l'électricité cette fois-ci, parce que c'est l'usage qu'ont les laboratoires, c'est sur l'électricité, enfin qu'ils ont la main. Et donc le but ici, ça a été de calculer une consommation de référence par bâtiment, parce qu'on va calculer cet intéressement par bâtiment. On va voir tous les bâtiments et on va voir toutes les structures, tous les laboratoires qui occupent ce bâtiment. Et on va leur affecter une consommation à chacune de ces structures. Par exemple, moi, voilà, dans un bâtiment, il y a 10 laboratoires. Moi, mon laboratoire, il occupe 30% des surfaces. Je vais me voir affecter 30% des consommations. Voilà, on a fait une répartition par mètre carré pour les consommations. Ensuite, une fois qu'on a calculé cette consommation de référence du bâtiment et qu'on l'a affectée par structure, on allait calculer en fait, la cible de consommation à atteindre par structure, par laboratoire. Donc, par exemple, tout simplement, la cible 2020, ça sera la cible de 2019 qui est la référence, moins 3%. On a pris la cible 2019, enfin référence 2019, parce que 2020 a été entachée du Covid et n'était pas une année normale pour nous. Donc voilà, donc cible 2020, c'est 2019, moins 3%. Cible 2021, ça sera 2019, moins 6%, du coup, moins 3% sur l'électricité. Ensuite, après cela, on va mesurer la consommation réelle en fait, de l'année N de ce bâtiment et de chaque structure. On appliquera, s'il faut, un facteur d'ajustement. Qu'est-ce qu'on entend par facteur d'ajustement? Ça va être, par exemple, si pour mon laboratoire, il a gagné ou perdu en surface pendant cette année. Si j'ai gagné en surface, je vais me voir affecter une cible plus importante. Voilà, donc on va prendre ça en compte. Ensuite, une fois qu'on aura mesuré la consommation réelle du bâtiment et de la structure et appliqué, oui ou non, un facteur d'ajustement, on va pouvoir calculer l'écart entre la consommation réelle de l'année N et la consommation cible qui a été prévue. Et on aura soit une économie si on fait plus de 3% d'économie sur l'année en électricité, ou un dépassement si on fait moins de 3% d'économie, ou au contraire, ou même si on continue à augmenter la consommation.
Donc, on se verra affecter soit un bonus, soit un malus. Donc, le malus, ça sera tout simplement que la structure va payer le différentiel de son dépassement, soit un bonus, ou qui là sera scindé en deux. Donc, 50% qui seront investis directement dans le modèle et 50% qui seront investis sous forme de travaux de performance énergétique décidés avec la structure pour la structure. Est-ce qu'on peut te poser des questions ou est-ce que tu préfères qu'on va finir? Parce que là, il y a 2 questions en rapport avec ta slide. Ouais, je vais essayer de finir, je pense, et ensuite on D'accord, va très sur les bien. questions. Ouais. L'exemple numéro 2, donc le concours d'économie d'énergie Cube 2020, donc qui est un peu en fait la même chose que le modèle économie d'énergie, mais à plus petite échelle qu'on va voir. Donc là, c'est vraiment travailler sur l'usage, en fait, ce qu'on a vu, donc le troisième pilier, l'efficacité énergétique, après le bâti et l'exploitation. Le but, c'est vraiment dans le bâtiment, ça marche par bâtiment, sensibiliser tous les acteurs et voilà, les sensibiliser pour faire un maximum d'économie d'énergie sur un concours, en fait, où il y a un petit classement avec des petits trophées à la fin. Donc, le principe, voilà, c'est que le concours dure 1 an et pendant 1 an, on inscrit les bâtiments. Donc, c'est des bâtiments tertiaires. Donc, il n'y a pas que les bâtiments d'enseignement. Il peut y avoir des bâtiments, je ne sais rien, moi, la banque, les télécommunications, n'importe quoi, qui sont en compétition sur 1 an. Et le but, c'est de jouer uniquement sur l'usage, donc avec l'usager, et la régulation des équipements techniques. Voilà, le but, c'est de ne pas faire d'investissement financier, mais vraiment d'agir sur l'usage et la régulation. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des réunions mensuelles ou bimensuelles en réunissant les exploitants et les usagers afin qu'il y ait un dialogue entre les deux. Et les usagers vont pouvoir faire part de leurs remarques. Voilà, est-ce que vous avez trop chaud, trop froid, tel équipement ne marche plus et l'exploitant, lui, va pouvoir cibler ensuite ses actions de performance énergétique en fonction de ça. C'est vraiment un dialogue entre usagers et exploitants pour essayer d'améliorer au mieux le confort du bâtiment. Alors voilà, en moyenne, on peut voir qu'il y a eu 17% d'économie sur le concours pour tous les inscrits. Nous, on se donne comme objectif de faire 10% minimum par an. Voilà, donc ce qu'on réussit plutôt bien. Voilà, je passe rapidement sur le résultat de la saison 5 pour l'Université de Bordeaux. On avait un total de 13% d'économie d'énergie sur nos bâtiments, tout fluide confondu. Donc voilà, on a quand même engagé 100 000 m² de bâtiments, donc c'était quand même une grosse année pour nous. On peut voir qu'il y a plein de bâtiments qui ont très bien marché, dont le site sur Dax qui a fait plus de 30% et qui a eu un prix pour ça. D'autres qui ont bien marché, et d'autres qui ont moins bien marché, voire qui ont été en augmentation encore. Voilà. On peut juste rajouter voilà, qu'il y a plusieurs catégories de prix, en fait. Hein, il y a plusieurs catégories. Voilà, il va y avoir les catégories d'enseignement supérieur, donc qui va regrouper juste uniquement des universités comme nous. Il va y avoir des catégories de progression du parc. Voilà, si comme nous, on va engager plusieurs bâtiments plusieurs années de suite, on va voir qui aura la meilleure progression. Les récidivistes, type le bâtiment A31 qui a été réinscrit et qui était déjà l'année dernière, et qui pourrait donc avoir le trophée. Donc les trophées, voilà, ce sont des cubes, le concours cube, donc des cubes d'or, des cubes d'argent qui récompensent les meilleurs bâtiments en fin d'année. Ensuite, on va avoir des outils pour suivre ces consommations, donc que ce soit à la fois le concours Cube 2020 ou le modèle économique énergie, en fait, ça va être la même chose. Nous, on va piloter ces consommations qu'on va recevoir sur nos logiciels, et le but, c'est de donner accès aux laboratoires et aux différentes structures, accès à leur consommation, parce que bien souvent, ils ne connaissent pas leur consommation. Et en fait, connaître ces consommations, c'est déjà une prise de conscience et c'est déjà aller vers la baisse des consommations. Donc là, en fait, ils pourront avoir leur consommation d'électricité mois par mois et voir très simplement avec cette jauge s'ils sont en dépassement ou en économie par rapport à leur cible. S'ils sont à moins de 100%, ils seront en économie. S'ils sont à plus de 100%, ils seront en dépassement. Donc, ils pourront très facilement regarder ça et rectifier le tir s'il faut. Voilà, donc on va avoir, nous, on va pouvoir faire des analyses voilà, très simples. Hein. Donc ça, c'est une analyse qu'on a fait sur un bâtiment qui est inscrit à Cube, sur l'électricité. Donc on peut voir que sur plusieurs années, les consommations diminuent. Donc on est très satisfait pour le concours. C'est exactement ce qu'on recherche. Faire des graphiques très simples, voilà, comme on peut en avoir d'habitude. Mais on peut aller un peu plus loin, en faisant par exemple ce qu'on voit en bas, des courbes de charge, où le but, c'est de voir, ben voilà, est-ce que mon bâtiment il a un talon important, c'est-à-dire qu'il y ait du monde ou pas, est-ce qu'on a une consommation qui reste constante et importante, et voir comment on peut essayer de réduire cette consommation. Peut-être le week-end, on peut couper des éléments, peut-être que le soir, on peut mettre en réduit certaines choses. Voilà, c'est vraiment travailler, voir pourquoi là, ça a augmenté, là, ça a diminué. C'est vraiment travailler ça avec l'exploitant, les usagers, quand on fait les réunions. Hop, voilà, donc on peut aller un peu plus loin avec les courbes de chaleur. Donc là, on peut très bien voir que la première, ça va être une courbe de chaleur plutôt pour un bâtiment d'administratif ou d'enseignement. On voit bien le 8h-18h qui apparaît
plus prégnant. Donc, plus la couleur est bleu foncé, plus il y a de l'occupation, enfin, plus il y a la consommation d'énergie, plus elle est claire, moins il y a de consommation. Donc là, on voit très bien la semaine de 8h à 18h très occupée. Donc, vraiment de l'enseignement ou de l'administratif. Et le soir et les week-ends, eh bien, une diminution, pas totale, on n'est pas en blanc, donc il y a toujours des consommations. Voilà, donc voir si on peut toujours les réduire. En dessous, on voit là plutôt un profil de bâtiment de laboratoire, de recherche. On voit toujours le 8h 18h qui est plus impactant, mais un réduit moins important les week-ends et les soirs. Donc voilà, des process qui doivent tourner, des manips qui doivent être en cours. Et là, c'est pareil, ça va être le diagramme d'après, c'est questionner les usages. Est-ce que même si la manip est en cours, on ne peut pas mettre en réduit le week-end quand il n'y a personne ou essayer de jouer sur les usages, voir aussi quels sont nos postes principaux où est-ce qu'on peut agir en fait. Parce que là, sur ce graphique-là, on voit bien que le principal problème, c'est le central de traitement d'air. Ça nous permet de cibler nos actions, voir où est-ce qu'on doit s'améliorer. Et voilà, questionner nos usages, c'est aussi très important. Voilà, donc ça, c'est pour revenir aux réunions qu'on peut avoir pour Cube ou pour le modèle économie d'énergie, régulièrement avec l'exploitant et les usagers, se mettre autour de la table et discuter des actions qu'on peut mettre en place. Donc voilà, ça peut être des actions très simples, sans investissement financier, et voir voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme bonne pratique, bonne action, régulation, sans investissement. Voilà, je voulais passer à cet exemple-là aussi. Donc, sur les laboratoires de recherche, on a beaucoup de ventilation qui, on l'a pu le voir, centrales de traitement d'air, qui consomment beaucoup d'énergie. Et là, le but, en fait, c'était de sensibiliser les chercheurs dans les laboratoires en mettant un petit écran en fait, de visualisation très simple pour qu'ils puissent avoir facilement la consommation énergétique et carbone de leur équipement pour qu'ils puissent prendre conscience de ça dans le temps. Et ensuite, au niveau voilà, fonctionnement, on a mis en place un petit bouton marche-arrêt où on peut avoir le réduit, la mise en réduit ou la mise hors tension de tous les équipements d'un coup, voilà, sans que la personne ait besoin d'appuyer sur chacune des équipements pour les éteindre. Oui, et voilà, surtout, ça marche surtout sur les Sorbonne, voilà, effectivement. On peut avoir des objectifs de réduction assez élevés, et le but voilà, n'est pas d'interférer avec la recherche, mais bien de faire ça quand on est sur des périodes de réduction. Voilà, ça pourrait être repris après. Donc voilà, je passe ma diapo. Voilà, donc là, sur cette diapo-là, on peut voir qu'on a des débits d'extraction de Sorbonne qui sont jamais nuls, en fait. Ils sont parfois variables, mais on n'arrive jamais à les mettre à 0. Et le but, c'est de voir est-ce que les week-ends, quand les manifs sont terminés, on ne pourrait pas les mettre à 0. Enfin, voilà, je voulais terminer par, je pense que vous devez connaître pour certains, le Labo 1.5. Donc, qu'est-ce que c'est que le Labo 1.5? C'est une sorte de bilan carbone simplifié pour les chercheurs, notamment, qui est mis en place par des chercheurs. Et le but, c'est vraiment que chaque laboratoire puisse faire son bilan carbone et identifier ses postes d'émission les plus importants et pouvoir les réduire au maximum et savoir où est-ce qu'il peut faire des économies sur son empreinte carbone. Et nous, ensuite, on est là pour échanger avec eux, pour donner tous les éléments dont ils ont besoin, les consommations, voilà. Nous, on est là pour les accompagner dans cette démarche pour que chacun puisse prendre conscience de son impact carbone, son empreinte carbone. Voilà. Merci de votre attention pour cette présentation. Je vous rends le partage. Peut-être que Arthur, peut-être que tu peux garder la main pour l'instant, parce que si tu as besoin de revenir sur certaines slides. Hein. Ça marche. Je reprends le partage. Merci beaucoup, Arthur. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont déposé des questions dans le fil de discussion, dans on va dire la boîte de questions-réponses. Alors, il y a différents niveaux de questionnement. Alors, il y en a un qui est très pragmatique de la collègue de Lyon, qui est, elle demande quel est le profil des personnes du service, Arthur. Donc, dans votre service, quels sont les profils des 5 collaborateurs? Alors, ça marche. Vas-y, si tu veux, Camille. Bonjour à tous, Camille Alquier, responsable du service performance environnementale. Je vais répondre à cette question. Donc, dans les 5 personnes, on a la personne qui est responsable du suivi financier, des engagements financiers, des fluides, qui a rejoint l'équipe au 1er janvier. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de concilier les études techniques qui sont faites par le reste de l'équipe à une vision budgétaire et des prévisions.
Dans l'équipe, nous avons quelqu'un qui a été avant ingénieur sobriété énergétique, ingénieur en conseil à son propre compte. Il a été chef de projet, il a travaillé pour l'ADEME par exemple. On a la chance d'avoir un profil d'une personne qui s'est reconvertie et qui était issue du milieu informatique et qui connaît bien les architectures informatiques. Et ça a été vraiment une pièce maîtresse pour construire le système de supervision énergétique avec une vision technique de l'architecture informatique des réseaux qui permettait vraiment de faire une intégration intelligente et d'avoir une vision très transverse sur la donnée et l'énergie pour un établissement comme l'Université de Bordeaux, puisqu'on vient travailler aussi avec des systèmes de supervision qui sont plus localisés, les gestions techniques du bâtiment, etc. Donc, il a pu greffer cette approche-là. Il est energy manager, cette personne-là, il avait travaillé donc, dans une autre vie, il a fait d'autres activités, notamment la création d'un outil énergétique qui s'appelle Net Synergy, donc, que j'ai pu utiliser moi dans une vie précédente aussi. Je vais me présenter moi ensuite, et puis Arthur, je te laisserai présenter ton profil à toi. Quant à moi, qui suis chef de service performance environnementale, je suis ingénieure généraliste et j'ai eu diverses activités dans le monde de l'énergie toujours. J'ai fait de l'analyse de l'énergie en big data. J'ai travaillé j'ai fait de l'efficacité énergétique pour des entreprises d'exploitation, donc au service de clients comme l'Université de Bordeaux par exemple. Et j'ai également été chef de projet réseau de chaleur à la métropole, donc je connaissais aussi la partie commande de marché public. Je te laisse te présenter, Arthur. Voilà, moi, je suis... Moi, contrairement à la plupart de mes collègues, je ne suis pas ingénieur. J'ai fait une fac, donc je fais un master en conduite de projet en en développement durable. Donc voilà, moi, je suis plutôt sur les projets environnementaux ou alors les bilans carbone. Voilà, mais je n'ai pas l'aspect ingénieur que peuvent avoir mes collègues. Voilà, je suis plutôt sur l'aspect statistique économique sur l'environnement et l'énergie. Alors, merci. Arthur, il ne faut pas t'excuser de ne pas être ingénieur. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Bon, on ne va pas faire une discussion tous les deux, mais c'est surtout une question d'expérience. Aujourd'hui, on a des collègues qui sont plus expérimentés et qui peuvent faire une partie plus technique, mais on ne fait absolument aucun calcul complexe, nous, étant donné que si calcul complexe il y a, on va venir mandater des bureaux d'études pour les faire. Donc, c'est plus une question d'expérience et de connaissance du terrain. Pas de souci, je suis très fier aussi de ce que j'ai fait. Donc, oui, c'est très bien. Donc, en fait, la présentation a fait émerger beaucoup de questions autour des données. Alors, il y a plusieurs niveaux de questions. Il y a des questions qui sont autour du type de données et la capacité que vous avez à identifier spécifiquement des éléments qui sont propres au labo. Donc, on a les questions sur les labos de SHS, sur des labos de sciences dures. On aurait par exemple l'utilisation, il y a des labos à l'université où on utilise les lasers, donc avec éventuellement des consommations plus fortes. Il y a des questions autour de la capacité que vous avez à remonter les infos. Donc, en reprenant les questions les unes après les autres, je vous présente les grands éléments. Il y a des questions autour de l'implication des acteurs et la capacité qu'a l'université à faire participer l'ensemble des acteurs sur l'ensemble des sites qui sont répartis sur l'Aquitaine, pas la Nouvelle-Aquitaine, mais l'Aquitaine. Et il y a des questions aussi sur les niveaux budgétaires. Est-ce que c'est des éléments qui sont des budgets, on va dire, centralisés ou des budgets par composante, et ensuite, il y a une redistribution. Donc, pour ce qui concerne les types de données, puisque c'est les premières questions qui ont émergé, justement, est-ce que l'Université de Bordeaux, elle prend en compte les spécificités des labos? Alors, tu en as un peu parlé, mais il faudrait peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Donc, à la fois les spécificités de labos, et puis il y a des questions sur comment vous faites pour mesurer les consommations d'une ventilation ou d'un chauffage. Comment vous faites effectivement pour récolter ces données-là? Et donc, les questions subsidiaires, c'est comment vous faites pour les remonter, les centraliser et les agréger? Je vais répondre sur cette question-là. On a plusieurs niveaux de remontée de données. Il y a l'objectif qui était un compteur par fuite par bâtiment sur lequel on va venir remonter sur un donné de reporting très simple, très général. Ensuite, on a un concentrateur de données sur lesquels il y a, le cas échéant, des sous-compteurs plus précis qui remontent. Il y en a un certain nombre qui ont été décidés par notre équipe, mais par contre, il y a aussi des cas de figure où un équipement très énergivore, vers partout. Donc, on est en train d'avoir cette réflexion-là en ce moment même, de savoir quand est-ce que c'est intéressant et pertinent de venir installer un sous-compteur lorsque
la disposition électrique du bâtiment ou de l'étage le permet, en se disant est-ce qu'on peut faire des économies d'énergie sur cet équipement-là ou est-ce que c'est très important d'être informé de la consommation? On est en train de faire ça et par ailleurs, les entreprises d'exploitation qu'on a notifiées l'été dernier vont avoir un intéressement et des objectifs de performance sur l'électricité aussi et doivent nous faire une proposition de plan de comptage pour venir justement identifier les équipements sur lesquels ils pensent qu'il y a un potentiel, sur lesquels il faudrait installer un sous-compteur et faire remonter la donnée. Et il y a aussi des cas de figure, notamment avec la RT 2012, où il fallait installer un certain nombre de sous-compteurs. Donc, on a beaucoup de bâtiments avec beaucoup de sous-compteurs électriques, mais qui sont parfois relevés manuellement uniquement et qu'on ne va pas faire remonter sur notre système de supervision énergétique. Donc, on ne sait pas toujours faire la différence. Et d'ailleurs, on le sait rarement. Dire, voilà, c'est cet équipement de process qui consomme tant. Par contre, une autre possibilité pour avoir ces informations, c'est les simulations énergétiques dynamiques et les modélisations. Et ça, on vient le faire quand on vient faire vraiment un audit spécifique d'un bâtiment où on va essayer de modéliser et d'estimer la consommation prévisionnelle des différents équipements du bâtiment. Pas si Arthur, tu veux compléter? Non, ça me paraît assez clair. Oui, ça permet d'aller sur la deuxième phase ou le deuxième volet des questions qui concernaient finalement, quand vous avez remonté des données, vous évaluez leur fiabilité et il y a des questions sur les outils. Donc, quels sont les outils que vous utilisez? Il y a un collègue qui a mentionné le fait que tu avais des belles courbes de chaleur dans les bâtiments et finalement, quels sont les outils que l'on utilise pour modéliser et pour représenter tout ça? Je ne sais pas. Je te laisse répondre, Arthur. Ouais, en fait, on a un concentrateur en fait, où on reçoit toutes les données des compteurs voilà, qui s'appelle Hyperview, qui ensuite nous renvoie ça vers un logiciel plus de visualisation, donc ce qu'on a sous les yeux, qui est UbiGreen. Donc voilà, on peut concentrer toutes les données électricité et gaz. Et effectivement, là, ce qu'on a pu voir, les cartes de chaleur et la courbe de charge, ça, on l'a eu via un autre logiciel qui s'appelle DeepKey, voilà, qui nous permet aussi d'avoir toutes ces données-là. Et DeepKey, pour compléter, DeepKey nous a été mis à disposition gratuitement par l'organisme par lequel on passe pour faire nos achats d'énergie, qui est le SDEG pour notre établissement. Mais nous, celui qu'on a choisi d'utiliser, pour lequel on a fait un marché, c'est le couplage entre UbiGreen et Hyperview. DeepKey, on l'a en plus, donc c'est une ressource en plus qu'on utilise beaucoup aussi. Et donc, de façon complémentaire, je vais reprendre une question d'une collègue dans le fil de discussion. De votre point de vue, et par rapport à l'expérience que vous avez, est-ce que les instances scientifiques, que ce soit les universités, le CNRS, l'INSERM ou autres, prévoient de fournir de l'aide pour les audits énergétiques? En gros, vous savez quelle aide? Est-ce que vous vous débrouillez tout seul sur la base de votre expérience ou est-ce que les instances nationales ou régionales vous aident? On a obtenu des financements à la suite du schéma directeur énergie eau pour installer les compteurs pour atteindre l'objectif un compteur par fuite par bâtiment. Pour faire nos audits énergétiques et la modélisation de nos bâtiments via des simulations énergétiques dynamiques, il ne me semble pas. Je pense qu'on a fait appel à nos ressources propres, mais surtout dans le cadre, là, on a fait une grande batterie, on a fait 20 audits énergétiques et simulations énergétiques dynamiques dans le cadre du projet national plan de relance. Et donc, on avait eu une enveloppe interne qui a été dédiée à ces études-là. Et on n'a pas sollicité d'aide, à ma connaissance, parce qu'on devait faire très vite. Merci. Alors, maintenant, on va passer sur le volet acteurs, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les acteurs. Donc, il y a des questions, notamment alors, sur la capacité que vous avez à collecter les informations auprès de ces acteurs-là quand ils sont éloignés, mais c'est aussi surtout sur l'implication et sur les bons gestes. Donc, il y a des collègues qui demandent si tu peux remettre la slide avec les bons gestes, entre guillemets, et comment vous faites pour communiquer vers les collègues et faire qu'on passe de la sensibilisation à la formation? Comment vous percevez un peu l'implication des collègues et comment vous les accompagnez? Et finalement, il y a aussi des questions sur le budget. Est-ce qu'il y a un intéressement sur les économies que l'on arrive à faire dans les bâtiments? Je fais une petite introduction, tu complètes Arthur. Ce que vous disiez Arthur tout à l'heure, vraiment,
ce qui est important, c'est une fois qu'on connaît la consommation, qu'on arrive à avoir un compteur soit général, soit des sous-compteurs dans le bâtiment, on a constaté que ne serait-ce qu'en initiant le dialogue, on commence à faire les premiers pourcentages d'économie d'énergie. Donc, connaître sa consommation, en général, ça sensibilise déjà de soi et ça permet de faire des économies. Et vraiment, en fait, le volet communication, il est primordial. Et pour ça, il faut avoir une organisation au sein de l'établissement qui est très claire. C'est-à-dire, nous, direction de l'immobilier, on a des personnes dédiées avec qui vous pouvez échanger tous les mois sur la consommation de votre bâtiment. Mais nous, direction de l'immobilier, on doit être très au courant de tout ce qui est fait auprès de nos collègues dans les autres services. On doit être proche de l'exploitation pour pouvoir communiquer aussi sur les heures de fonctionnement, sur les températures de consigne. Parce que la première chose qu'on vient dire, évidemment, quand on fait ce travail-là, c'est le premier travail de l'exploitant et de la direction de l'immobilier, c'est de vous fournir le confort nécessaire pour travailler à la bonne température et que vous ayez des bonnes conditions d'extraction, de renouvellement d'air, etc. On ne va pas venir rogner là-dessus pour faire des économies d'énergie. Et c'est vraiment d'instaurer un climat de confiance aussi. Et nous, venir sur le terrain, se voir si possible une fois par mois, en ayant un maximum de données à communiquer aux personnes qui évoluent dans les bâtiments. Parce qu'on se rend tous compte, et je pense que vous en êtes tous témoins dans votre vie de tous les jours, on évolue dans des bâtiments, on ne connaît pas en fait qui est l'exploitant, qu'est-ce qu'il fait, quel est son boulot, c'est quoi les machines, est-ce que nous, on a la main sur quelque chose ou pas. Donc le volet communication, pour moi, c'est plus de 50% de la réussite. Ne serait-ce que, voilà, votre bâtiment, c'est ça, il y a tels équipements, la puissance de votre machine, là, c'est tant. Si vous fermez la Sorbonne, on peut économiser tant. Et ça, c'est vraiment, en fait, un processus et une organisation à mettre en place. Ouais, bah, tu as quasiment tout dit, hein, tu ne m'as pas laissé grand-chose, mais oui, voilà, c'est la communication, c'est-à-dire que nous, voilà, les bâtiments, il y en a 300, on ne les connaît pas tous par cœur, donc les usagers, ceux qui vivent au quotidien dedans, donc ceux qui savent mieux que nous parfois, donc nous, on est juste là pour faciliter le dialogue entre l'exploitant et l'usager, mais c'est vraiment une discussion pour que l'exploitant puisse voilà, favoriser, enfin, optimiser ses installations, réguler, qu'il puisse cibler ses actions, en fait, et donc communiquer, c'est essentiel sur ce projet-là, ouais. Parce qu'en plus, on leur demande de faire des réductions d'économie, en fait, et du coup, il faut discuter avec eux, de savoir comment on peut faire, comment on peut s'y prendre. D'accord. Et donc, pour compléter par rapport aux premières questions du début, c'est ce maillage fin que vous avez avec les acteurs qui vous permet, on va dire, d'affiner votre vision de ce qui se passe dans les laboratoires pour éventuellement faire des spécificités ensuite qui seraient plus sur du mètre carré, mais sur des modes de fonctionnement de laboratoire. Parce qu'on a beaucoup de collègues dans le chat qui sont présents ici, qui sont dans les laboratoires et qui se disent, mais finalement, comment on fait nous? Et donc, c'est cette communication qui permet d'affiner tous ces indicateurs-là pour que la remontée, elle devienne de plus en plus précise et de plus en plus fine par rapport à ce qui se passe réellement dans les bâtiments. Bah, bien sûr que nous, on s'appuie sur les usagers pour savoir quel type d'équipement ils ont. Par exemple, s'il y a des équipements qui sont très énergivores, ben, il faut nous le dire. Peut-être qu'il y a des compteurs spécifiques à mettre, des sous-compteurs pour qu'on puisse compter tel ou tel équipement particulièrement. Mais oui, effectivement, on s'appuie beaucoup sur le retour des usagers, oui, complètement. D'accord. Et après, il faut aussi un petit peu faire le deuil de j'ai fait une action, combien ça va permettre d'économiser sur le global bâtiment. Parce qu'il y a tellement il peut y avoir un labo qui a investi quelques mètres carrés et un autre qui fait des économies d'énergie à côté. Ce qu'il faut, c'est essayer vraiment d'identifier est-ce que je peux faire quelque chose sur un équipement? Si oui, je le fais, mais on ne réussira pas forcément toujours à compter le résultat. Parce qu'il peut y avoir une autre activité du bâtiment qui est venue compenser ça. Donc oui, on essaye d'instrumenter quand on peut, mais on ne peut pas toujours tout compter exactement. Néanmoins, on sait que si telle action a été faite, c'est forcément bénéfique de toute façon, et sinon, on aurait consommé plus. Mais j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est toujours la première chose qu'on nous demande et c'est normal, mais on ne peut pas avoir les financements pour installer un compteur par fuite par bâtiment plus un sous-compteur par équipement énergivore au sein du bâtiment. Et quels sont les types de formations peut-être que vous faites auprès des acteurs pour justement qu'ils soient sensibilisés, qu'ils rentrent dans une démarche de ce type en essayant d'être beaucoup plus actifs sur leur consommation, beaucoup plus attentifs à leur consommation et avoir un vrai échange professionnel, entre guillemets, si j'ose dire, avec vous pour vous dire, voilà la donnée que je vous donne, je sais qu'elle est pertinente et je ne vais pas vous en donner d'autres. Donc, comment vous agissez? Est-ce que vous avez des actions de formation à destination des personnels, que ce soit au niveau de l'administration, des personnels enseignants et enseignants-chercheurs et auprès des étudiants, parce qu'il y a beaucoup de questions autour de l'enseignement. Comment on fait avec les étudiants aussi? Moi, pardon, je n'ai pas tout à fait compris la question. Si Arthur, tu as compris, je te laisse répondre, excusez-moi.
Non, mais voilà, nous, le dialogue, c'est on peut passer avec des feuilles d'éco-gestes. En fait, on leur donne des billes en fait, pour qu'ils nous aident là-dessus. Ensuite, eux, leur remontée, bah, voilà, c'est nous dire à chaque fois ce qu'ils font, les équipements qu'ils installent. Et nous, bah, voilà, on fait le tour avec eux et on recense ça pour les rentrer dans la consommation. Mais c'est pas formalisé. En tout cas, il n'y a pas une forme, enfin, il n'y a pas de formation spécifique qui sont mis en place. On a aussi D'accord, oui, des non. instances qui sont dédiées à cette communication-là. Ça veut dire que nous, on est responsable, on est dans le service performance environnementale de la direction de l'immobilier. On a également une direction des services aux occupants qui sont, eux, en proximité avec les usagers. Et il y a aussi d'autres pôles au sein de l'université qui travaillent plus sur la vision stratégique et la communication auprès des étudiants. Donc, on est tous, on travaille sur la transition écologique tous ensemble, mais nous, les demandes ne nous reviennent pas, nous, dans notre boîte mail, service performance environnementale. Ça, c'est absolument pas gérable. Ouais. Donc, il y a vraiment un mode de fonctionnement avec des assemblées, des forums, etc., qui sont mis en place pour pouvoir communiquer là-dessus. D'accord. Alors, au niveau des bâtiments, il y a des questions qui sont assez spécifiques sur le numérique, donc on y reviendra tout à l'heure, mais au niveau des bâtiments, il y a des questions sur est-ce qu'il vaut mieux isoler, rénover ou tout refaire à neuf? Ah bah, niveau environnemental, il vaut mieux isoler et tout, et plutôt que refaire à neuf, ça c'est sûr. Enfin, l'isolation, c'est le premier levier pour la performance énergétique, hein. Ça, Oui. c'est indéniable. Et il y a des questions sur la production d'énergie. Est-ce que l'énergie de production d'autosuffisance entre guillemets en termes d'énergie, donc est-ce qu'il y a des stratégies autour de la pose de panneaux solaires ou l'évolution de différents types de chauffage? Oui, bien sûr. Nous, on travaille sur tous les volets de la performance environnementale et donc il y a un travail qui a été mené avant les financements obtenus pour le plan de relance national, mais on a obtenu des crédits pour pouvoir installer un grand nombre une grande. Surface de Au panneaux total, on aura 8000 m² de panneaux photovoltaïques qui devraient être installés d'ici 2023. Donc, nous, on vient évidemment travailler sur le mix énergétique. On a également un réseau de chaleur qui vient alimenter un certain nombre de bâtiments de notre campus sur Talence, Pessac-Gradignan, et sur lesquels il y a une chaufferie biomasse et il y a une discussion territoriale avec la métropole pour pouvoir améliorer le taux d'énergie renouvelable de ce réseau-là et l'injecter dans qui fasse partie d'un projet plus grand territorial éventuellement. Donc ça, c'est des projets qui sont en cours, sur lesquels les études sont en train d'être finalisées et pour lesquels, en revanche, on a bien eu besoin d'avoir des financements extérieurs, notamment le plan de relance national pour les toitures photovoltaïques. Et ça est venu se concilier avec des grosses opérations qui sont portées par ma collègue de maîtrise d'ouvrage de rénovation complète d'un certain nombre de bâtiments, avec en plus la partie changement des équipements de type centrale de traitement d'air qui était très vétuste. Donc là, on a pu avoir des financements pour faire la partie action de performance environnementale dont parlait Arthur tout à l'heure, qui nécessite un investissement non négligeable. Ouais, et pour répondre à ta question, Vincent, oui, effectivement, on peut être en autoconsommation sur les bâtiments. Voilà, un bâtiment avec des panneaux solaires, ça nous arrive d'être en autoconsommation et de renvoyer le restant de l'énergie produite sur la boucle pour les autres bâtiments. Donc, effectivement, on a aussi cette volonté-là enfin, voilà, vu avec les prix de l'énergie qui augmentent, d'être au maximum enfin, voilà, en autoconsommation sur certains bâtiments. Donc, merci, ça permet de rebondir sur Cube de 2020. Donc, il y a des questions autour de ce concours. L'une des premières questions est par rapport aux 4 dernières années. On parle de bâtiments qui ont participé au concours. Et est-ce que sur les bâtiments qui ne participent pas, à l'échelle de l'université, on voit le même type d'évolution? Sur les économies d'énergie? Oui. Alors effectivement, le concours Cube 2020, bah là, c'est vraiment, on prend les usagers, les exploitants par la main pendant un an, tous les mois ou tous les 2 mois, on fait des actions ensemble. Donc effectivement, on arrive à avoir des économies d'énergie plus importantes que sur les autres bâtiments. Après, ce qu'il faut, c'est continuer à faire les économies d'énergie quand on n'est plus dans le concours, ce qu'on arrive plutôt bien à faire. Mais les bâtiments qui ne sont pas inscrits, effectivement, on arrive ou pas à faire des économies d'énergie, mais c'est moins important que sur Cube. On voit que Cube, il y a une vraie dimension où on arrive à impliquer l'usager. Et là, avec le modèle économique énergie qu'on essaie de mettre en place, on essaie de faire la même chose, mais genre voilà, à grande échelle, avec tous les bâtiments de l'université, à tous les impliquer. Donc là, on est en train de faire ça. C'est un cube géant, en fait. On va faire un cube avec tous les bâtiments de l'université. Le but, c'est d'arriver à faire ces 3% par an. Est-ce que tu peux remettre le tableau avec les différents résultats, s'il te plaît?
Ouais, c'est Je vais correct. juste compléter. En plus de Cube 2020, donc sur lequel on vient enregistrer des économies d'énergie sur la partie... il n'y est pas, pardon, je pensais qu'il y avait un tableau en plus. Si. On vient regarder les consommations de gaz et de chaleur et aussi les consommations d'électricité. Donc, en fait, si vous regardez la partie supérieure du tableau, on va avoir des économies supérieures à 20%. Ça, ce n'est possible que en ayant ce type de travail ensemble, un dialogue. Alors, il y a évidemment, j'ai vu une question passer, il y a l'effet Covid, évidemment. Sur les bâtiments de type laboratoire de recherche, la baisse de consommation électrique suite au Covid, elle est à peu près d'une dizaine de pourcents. Et sur les bâtiments de type tertiaire, on a eu à peu près 34% de baisse. Mais quand vous avez des économies supérieures à 20% en période classique, on va dire, c'est clairement cette démarche-là et le fait de faire attention, d'intégrer l'exploitant pour faire les économies qu'on va venir réussir à atteindre ce niveau de performance. Parallèlement, on ne sait pas forcément faire le distinguo puisque nous, dans notre marché d'exploitation, sur la partie chaleur principalement, on a des entreprises d'exploitation qui se sont engagées à faire 30% d'économies d'énergie réparties de diverses façons jusqu'à 2025. Donc, ça vient un petit peu s'ajouter à ça, évidemment, mais on va venir mettre plus le focus sur le rôle des usagers là-dedans. Il y avait des questions de façon très, très pratique. Est-ce que vous avez des exemples d'actions qui ont été menées par les usagers? Et pour répondre aussi aux collègues de la Sorbonne, est-ce qu'il y a des choses qui sont tellement centralisées qu'on ne peut pas les piloter? Et donc, finalement, par rapport à ces usages-là, comment on fait pour ce qui est centralisé? Et est-ce que peut-être on peut travailler à une décentralisation de certaines actions qui viendraient faciliter des usages? Alors, est-ce que vous avez des exemples d'usages ou d'actions qui sont menées? Et ensuite, cette question de la centralisation. Mais là, du coup, tout ne remonte pas. Donc voilà, nous, on est un peu le dernier maillon de la chaîne, hein, comme on disait, voilà, qu'il y a un autre service qui est plus en contact avec les usagers. Donc nous, c'est plutôt descendant. Voilà, on donne des informations, on échange avec eux, mais on n'a pas forcément toutes les remontées de ce qui se fait sur le terrain. Enfin, tout ce qui se fait sur place, ouais, on est plutôt en bout de chaîne. Dans les exemples d'actions qu'on peut faire, on va distinguer vraiment les actions purement qui ne nécessitent aucun investissement. Et il y a aussi des petits travaux qu'on a pu financer, par exemple changer les robinets, mettre en place des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Et ça passe par une communication avec les usagers pour savoir comment il faut les faire fonctionner, quand est-ce qu'on peut mettre un réduit le week-end, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur l'Institut du thermalisme, par exemple. Et le but aussi, c'est de faire des actions d'économie d'énergie sans investissement du tout. Donc, c'est important de venir expliquer aux personnes comment fonctionne le bâtiment. Donc, parfois, c'est centralisé, comme vous le disiez. Parfois, ce n'est que l'exploitant qui a la main. Parfois, il a la main en local. Parfois, il a une gestion technique du bâtiment dans le sous-sol ou autre pour pouvoir instaurer des programmes horaires, etc. Mais là où l'usager a la main, c'est de dire... nous, notre planning d'occupation, c'est ça. Tous les jeudis, de telle heure à telle heure, il n'y a personne sur cette aile du bâtiment ou à cet étage-là. Vous pouvez mettre un réduit, ce qui n'est pas forcément le cas. Et pour ça, il faut vraiment avoir une très, très bonne connaissance de qui fait quoi dans le bâtiment, qui travaille sur quel équipement technique. Et moi, je vous dis ça, ce n'est pas facile pour nous non plus, parfois, en transverse dans nos propres directions, d'avoir cette information-là. Et ensuite, si jamais il n'y a pas de gestion centralisée ou si jamais les personnes disent moi j'aimerais bien pouvoir arrêter l'extracteur de ma Sorbonne quand je ne l'utilise pas, mais je ne peux pas parce que c'est une gestion centralisée, ça c'est le projet qu'on vous a montré qui est le travail sur les ventilations des laboratoires, où là on a dû mettre en place, investir une partie pour pouvoir décentraliser et donner la main à l'usager pour qu'il puisse avoir un bouton marche-arrêt quand il arrête sa manip par exemple, en parallèle d'un écran qui va lui montrer l'impact en temps réel de cette baisse de consommation sur le bâtiment. Merci. Donc, c'est vraiment les exemples concrets, c'est des exemples tout bêtes. C'est quand on se met tous autour de la table, programme horaire, est-ce que vous travaillez les week-ends, quels sont vos horaires, etc. Est-ce qu'on peut mettre un réduit de soufflage, est-ce que vos process nécessitent une certaine hygrométrie, etc. C'est vraiment toutes ces discussions-là. C'est une grosse partie de communication. Et après, vous avez les éco-gestes classiques où nous, on a encore aujourd'hui des bâtiments sur lesquels il y a des éclairages qui sont allumés toute la nuit, etc. Donc, on va venir rappeler ces choses-là et si possible, mettre des chiffres en face.
Donc là, merci pour ta remarque, parce que ça permet de rebondir sur des questions, notamment du collègue de l'Université de Rouen, sur une université aussi grosse que l'Université de Bordeaux. Donc, pour rappel, je crois qu'on est 6 ou 7 000, il y a 56 000 étudiants, des sites répartis dans tous les départements de l'ancienne Aquitaine. Donc, ça va de Bordeaux jusqu'à Bayonne, en passant par Périgueux, Agen et Mont-de-Marsan. Et donc, comment vous faites dans un établissement aussi grand, justement, pour avoir ce dialogue-là? Est-ce que vous avez des référents dans les départements? Comment vous faites? Comment vous avez organisé et maillé sur le territoire cette capacité à transmettre les infos et à avoir des remontées, là, j'allais dire individuellement, c'est-à-dire usager par usager ou par des groupes d'usagers? Mais ça, c'est très complexe. Et donc, on y allait. En fait, je pense que vraiment, le concours Cube nous a permis d'initier ce mode de fonctionnement-là, goutte d'eau par goutte d'eau, bâtiment par bâtiment, où ça a permis de faire un périmètre test. À l'époque, le service performance environnementale n'existait même pas. Et aujourd'hui, on est en train de processer ce dialogue, comme je vous le disais, via des instances transverses, notamment la feuille de route des transitions, dans laquelle il y a des objectifs d'économie d'énergie et d'amélioration de performance environnementale pour tous. Et là, il y a des référents des transitions qui ont été identifiés dans tous les bâtiments de l'université. Donc, pour l'instant, c'est encore assez récent. Donc, le mode de fonctionnement n'est pas encore complètement bien défini. Mais on va s'appuyer sur ces personnes-là, en fait, qui ont une appétence personnelle sur le sujet de la transition et qui acceptent finalement un peu hors cadre de leur métier, mais ils ont des heures qui sont dédiées à ça, qui ont été débloquées, de faire le lien entre tous les acteurs de la transition de l'université. Il y a des questions aussi sur, là on parle des bâtiments, mais est-ce qu'il y a aussi des réflexions qui sont menées sur les économies d'énergie ou sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre autour des mobilités? Donc, que ce soit les mobilités des enseignants, des étudiants, des personnels administratifs, des chercheurs. Donc, est-ce qu'il y a des travaux qui sont menés sur cette question-là? Effectivement, la mobilité, c'est le principal poste du bilan carbone. Donc voilà, c'est un sujet très prégnant à l'université. Et on a justement recruté un chargé de mobilité qui va être chargé de mettre en place un plan de mobilité du campus. Et voilà, donc ça, c'est pas notre partie, notre service à nous, mais il y a effectivement des choses qui se passent. Et même dans la feuille de route, il y a déjà des actions qui ont été ciblées et qui vont être mises en place très prochainement là, avec ce nouveau chargé de mobilité qui vient d'arriver. Il y a des questions aussi très précises sur quelles sont les entreprises que vous avez contactées pour réaliser les audits énergétiques. Donc, c'est peut-être des collègues qui veulent mener des audits et qui cherchent des bons plans. Je sais pas, nous on a travaillé avec l'entreprise Alterea, mais il y en a beaucoup d'autres et on a fait un binôme entre l'entreprise Alterea qui venait faire plutôt la récolte des DOE, les visites sur site, et on a travaillé avec une entreprise pour faire la modélisation des bâtiments dans un logiciel de simulation énergétique dynamique. Là, on est passé par OP Energy, qui était un outil collaboratif plutôt que de passer par Pléiade Comfy qui est utilisé plus classiquement. Donc, si vous avez des questions, on peut aussi envoyer des exemples d'audits pour que vous voyez à quoi ça ressemble, il n'y a pas de souci. Et on est passé par l'UGAP qui a ce type de prestation. Et alors, là, c'est des questions peut-être un peu de prospective, parce qu'aujourd'hui, même, on a des éléments, mais même la recherche n'est pas forcément en pointe là-dessus. Sur les usages du numérique, est-ce qu'on a évalué l'impact du numérique? Donc, les collègues parlent des visios, des mails dans le bilan carbone ou le budget carbone de l'université. Peut-être que vous n'avez pas les infos parce que ça ne vous concerne pas, mais bon, c'est une question qui revient assez souvent. Ouais, alors là, on n'a pas de détails effectivement pour le numérique en lui-même. Voilà, c'est pas effectivement un sujet qui nous concerne directement. Mais avec la DSI, on arrive à avoir des chiffres pour regarder un peu tout ça. Donc, on l'a plutôt sur un niveau carbone, effectivement. Mais c'est très, très important, effectivement, le numérique. En plus, là, on passe au tout numérique, prend de plus en plus de place. Et c'est un des sujets qui a aussi été, si je reprends la feuille de route des transitions, c'est un des sujets qui a été ciblé. Et voilà, il y a beaucoup on n'est pas forcément très bon là-dedans et on sait qu'on a beaucoup de choses à faire aussi là-dedans à venir, quoi. C'est un sujet de plus en plus important à l'université. Ouais. Donc ensuite, après, non, au niveau des questions, je pense qu'on en a balayé pas mal. Il y en a qui sont très, très techniques sur la capacité que vous avez à arrêter les ventilations alors que tout est sécurisé. Donc ça, c'est peut-être un peu technique et lié à certains équipements ou certaines modalités de travail dans les laboratoires.
Il nous reste encore 5 minutes. Si vous vouliez conclure sur les éléments qui vous semblent importants à prendre en considération par rapport à tout ce qu'on a dit, la donnée, la fiabilité des données, la capacité de remonter, l'implication des acteurs, le maillage, qu'est-ce qui vous semble important ou qu'est-ce qu'on devrait retenir pour qu'effectivement, par rapport à nos établissements, on puisse rentrer dans une démarche comme celle que vous avez mise en place? Moi, c'est vraiment de structurer toute une chaîne de communication qui va des directions de l'immobilier ou autres pôles jusqu'à l'usager pour qu'il n'y ait pas des personnes qui réfléchissent à des choses dans leur coin, dans leur bureau et que la personne qui évolue dans le bâtiment n'est pas au courant, ou on vient faire des travaux, on ne lui avait pas dit, ou on ne lui pose pas la question de son process avant de mettre en place une gestion centralisée ou non centralisée. Ça, c'est absolument primordial pour que ça fonctionne et pour avoir un climat de confiance et pour vraiment réussir à aller tous ensemble vers la transition environnementale. Et ensuite, le comptage, la connaissance de ces consommations d'énergie, c'est la première brique à mettre en place pour pouvoir venir faire ce travail de constat. J'ai augmenté ou j'ai diminué ma consommation d'une année à l'autre. Et ensuite, bien faire le distinguo entre on peut toujours faire de l'efficacité énergétique sans investissement du tout. Et ensuite, il y a des actions avec la performance de l'exploitation et les équipements plus d'exploitation qui nécessitent des petits investissements. Et ensuite, il y a vraiment la partie rénovation du bâti sur lesquels il va y avoir des investissements beaucoup plus conséquents. Mais en tout cas, sur ces trois grosses parties-là, il y a toujours un potentiel et un gisement au niveau des économies d'énergie. Et quelque chose qui est important aussi, on n'a pas travaillé sur le confort d'été, mais nous, c'est une vraie problématique. Les installations la mise en place de climatisation dans tous les bâtiments petit à petit. Le fait d'ajouter des équipements petit à petit sur des bâtiments qui n'étaient pas conçus pour, c'est très compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut bien avoir une bonne chaîne de communication aussi. Au moment où on vient concevoir le bâtiment pour répondre à un certain besoin avec un certain nombre de process. Quand on vient ajouter des équipements au fil de l'eau, forcément, c'est jamais optimal en termes de consommation d'énergie. Merci beaucoup. Donc, avant de donner le mot de la fin à Gérald, je pense qu'il va vouloir conclure, je tenais à vous remercier pour la qualité de la présentation, la qualité de vos réponses, qui dépend aussi bien sûr de la qualité des questions. Donc, je remercie les collègues d'avoir participé et aux participants d'avoir envoyé tout un tas de questions pour lesquelles on va essayer de répondre. Pour certains, on va pouvoir vous répondre individuellement. Pour d'autres, vous pouvez envoyer vos questions ou les éléments. Je vois le collègue du CIRAD qui cherche à avoir le nom du responsable de la personne en charge de la mobilité du bilan carbone de l'Université de Bordeaux. Donc, on ne peut que vous inviter à envoyer des messages ou vos messages directement à Arthur ou à Camille, ou nous les envoyer à nous, que ce soit Gérald, Isabelle, Elsa ou d'autres, et on fera suivre, on transmettra les informations. Donc, merci pour tout. Et puis, Gérald, je te laisse le mot de la fin avec Isabelle. Oui, 2 minutes. Oui, donc pour vous remercier pour cette participation, vous dire que le prochain webinaire se tiendra le 22 mars de 13h à 14h. On ne vous donne pas encore le sujet, on le connaît déjà, mais voilà, c'est un petit peu de teasing. Donc, vous serez informé très rapidement. Vous retrouverez effectivement cette présentation, on la mettra à disposition sur notre espace collectif sur LinkedIn. Donc, on vous engage effectivement à le rejoindre. Et puis, si vous n'êtes pas usager de ce type de plateforme-là, faites-nous la demande, on vous fera passer effectivement les éléments. On a aussi une chaîne YouTube qui est du même nom que notre collectif, sur lesquels on pourra retrouver effectivement l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, au nom de toute l'équipe, de tous ceux qui sont là, mais il y en a aussi d'autres, on vous remercie. Puis n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir participer, à être actifs aussi dans ce collectif-là. Vous êtes les bienvenus, toutes les uns et les autres. On a d'autres expériences à partager. Donc voilà. Merci à toutes et tous. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.